Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, nous recevons Yannick Rollier, coach et conférencier qui vous accompagne dans le choix de votre activité physique. En cette période de rentrée, vous êtes peut-être sur le point de vous inscrire dans un club de sport, collectif ou individuel, ou de choisir votre prochaine activité sportive. Est-ce que cette activité est faite pour vous par rapport à votre constitution de naissance ou votre déséquilibre? Vous le saurez grâce à cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Yannick, bienvenue dans le podcast. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, je vais, ma foi, très bien. Ah, bon, En pleine super. forme. On te trouve en pleine forme, alors très bien. Alors Yannick, tu es dans le milieu de la remise en forme depuis 20 ans, avec un parcours, donc tu as été coach plutôt en individuel et puis aussi en groupe. Aujourd'hui, tu es formateur pour des coachs sportifs, pour des coachs de remise en forme, et tu es aussi conférencier. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà si ce parcours est OK, si ce que j'ai dit est correct? Oui, complètement. Ouais. Je forme des coachs un petit peu partout en France, en Belgique, en Suisse, mais aussi je forme aussi des monsieur et madame tout le monde, on va dire, qui s'intéressent à leur bien-être, à leur santé. OK. Et donc, comment est-ce que tu es arrivé à l'Ayurveda? Alors, j'y suis arrivé à l'Ayurveda de manière un petit peu magique. Quand je repense à mon histoire autour de l'Ayurveda, la première fois que j'ai entendu parler d'Ayurveda, c'était il y a 16 ans en fait. Je venais de rencontrer mon épouse, enfin, elle n'était pas encore mon épouse, hein, je venais de rencontrer une jeune femme charmante. Et en rencontrant sa famille, j'ai rencontré son papa, et son papa me parlait toujours d'Ayurveda en fait. À chaque fois que je le rencontrais, il me parlait d'Ayurveda, de plantes qu'il faisait venir d'Inde. Il me montrait toutes ses poudres, il me parlait d'ashwagandha, etc. Et moi, à l'époque, l'Ayurveda, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et pour moi, pour tout vous dire, l'Ayurveda, c'était une plante. Dire là, plus loin, Ayurveda. Donc, je ne m'y intéressais pas du tout. Et quelques années après, de par mon expérience dans la remise en forme, j'étais amené à m'intéresser à d'autres approches. En fait. Je m'apercevais bien que pour rendre les gens heureux et épanouis, le sport, l'activité physique, c'était un levier intéressant, mais que ce n'était pas le seul levier. Je voyais des gens qui faisaient du sport toutes les semaines, 2-3 fois par semaine, et qui n'étaient pas spécialement épanouis. Moi, je me suis toujours orienté bien-être et épanouissement à travers du sport. Et c'est là où j'ai commencé à creuser un petit peu. Et dans les lectures que j'ai eues, je suis tombé sur un livre qui n'est pas forcément une référence, mais qui a été écrit par Deepak Chopra. Je pense que beaucoup de gens peut-être le connaissent, qui s'appelle Santé parfaite. Et dans ce livre, en fait, ce qu'il décrivait, à chaque ligne, je me disais, mais c'est ce que je vois sur le terrain, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens sur le terrain, etc. Et il parlait d'une science, et cette science, c'était l'Ayurveda. Et c'est là où ça fait tilt dans ma tête. Donc, Et c'est ouais, là où parce que j'ai tu fait le lien. retrouves ce dont tu avais parlé ton beau papa quelques années précédemment, c'est ça? Exactement, en fait. Ouais. Et donc, il aura fallu quelques années pour que ce petit mot qui a été murmuré à mon oreille par mon beau-père fasse le chemin et arrive, on va dire, à mon cœur pour que je percute et je me dise, mais voilà, c'est ça, il faut que je m'y intéresse. Et après, j'ai creusé, j'ai vu comment je pouvais me former, j'ai acheté d'autres livres, etc. Et j'ai continué de me former après. C'est là qu'on voit que parfois c'est une question de temps en fait, hein. C'est-à-dire qu'au moment où ton beau-père t'en parle, t'es pas prêt. Ah, Et complètement. puis tu ouvres un bouquin et là, ça y est, c'est le bon moment. Complètement, ouais. Je Et tu devais pas... découvres que l'Ayurveda n'est pas une plante, mais une Ah, la médecine holistique révélation. qui va pouvoir accompagner les La gens. révélation, mais en fait, non. Ah, ça s'écrit comme ça. Ah, ouais, d'accord.
Et je l'ai remercié, mon beau-père. Hein. Je le remercie souvent dans des vidéos que je fais parce que c'est lui, il le sait, qui a été le premier à me mettre cette petite graine dans la tête, en fait, qui a germé depuis. Super. Et donc aujourd'hui, tu proposes d'accompagner les gens donc avec différents outils, dont l'Ayurveda, et tu Exactement. insistes beaucoup sur le concept, si on peut appeler ça concept d'empowerment. Oui. Donc c'est-à-dire que tu apportes des connaissances aux gens pour les aider vraiment à prendre le pouvoir sur leur vie, en leur proposant plusieurs leviers, donc influençant leur bien-être, leur épanouissement. Comment cela se concrétise vraiment dans tes activités, dans l'accompagnement que tu proposes? Alors, le terme pouvoir, c'est pas un terme que j'aime trop parce que prendre le pouvoir véritablement sur sa vie, il y a une notion derrière un peu guerrière de lutte et de conflit avec lequel je me reconnais pas. Mais bon, pour moi, la notion d'empowerment, en fait, elle est liée avec la notion de liberté, en fait. Pour moi, il n'y a pas de réelle liberté si perpétuellement on est dans la réaction, en fait, de ce que l'autre au sens large, hein, peut provoquer chez nous. Et il n'y a pas vraiment de liberté non plus lorsque, en permanence, on délègue notre bien-être à d'autres personnes. On parle en psychologie de ce fameux sujet supposé savoir, c'est-à-dire la personne à qui on confère une autorité sur notre vie parce qu'on pense qu'elle a plus de connaissances que nous sur le sujet. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans le coaching, en fait, dans le milieu du sport. C'est-à-dire que j'ai beaucoup vu de gens dans les clubs de sport qui pensaient ne pas être compétents pour savoir comment prendre soin d'eux, etc. Donc, ils déléguaient complètement leur santé, leur vie au coach. Alors, ça peut être intéressant pendant un certain laps de temps, mais pour moi, un coach, c'est une béquille, en fait. C'est une béquille qu'on utilise pendant un certain temps, mais l'objectif du coach, ça ne doit pas être de rendre esclave la personne coachée de ses connaissances. Moi, le coaching, je le vois comme une transmission de connaissances et que cette transmission de connaissances, cette transmission de savoir, je vois ça comme un antidote en fait. Parce qu'à partir du moment où on transmet des connaissances aux gens pour les aider à mieux comprendre comment le corps fonctionne, c'est plus facile pour eux de savoir comment prendre soin de leur corps. Lorsqu'on aide les gens à comprendre comment naissent leurs états émotionnels, c'est plus facile pour eux de ne pas se laisser manipuler justement par ces états émotionnels. Lorsqu'on aide les gens à développer leur spiritualité, après, il est plus facile pour eux de prendre aussi du recul sur les événements qu'ils traversent dans leur vie. Donc moi, mon job, il est là depuis maintenant 20 ans, c'est d'acquérir du savoir, du savoir, m'approprier ce savoir, le mettre en application dans ma vie, si vous voulez le digérer, et ensuite de transmettre ce savoir au plus grand nombre. Donc, je le fais de différentes manières. Je le fais via les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment un outil extraordinaire pour transmettre des connaissances, si c'est bien utilisé. Donc, je transmets des connaissances sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Je le fais aussi en conférence, en petits groupes, en groupes plus grands, en présentiel, à distance. Je le fais en vidéo learning. Il y a des choses que je fais en vidéo learning ou en séminaire ou en rendez-vous particulier aussi à mon cabinet Le Cercle, là où je suis à Angers, ou aussi en visio conférence en fait. Et donc l'Ayurveda, ça fait partie des connaissances que je transmets. En particulier l'Ayurveda en lien avec la pratique sportive. Eh bien, écoute, tu vas nous expliquer tout ça. On va voir avec toi, Yannick, dans cet épisode, comment on choisit son activité physique, alors notamment en fonction de son dosha. Et puis, on te posera aussi quelques questions un petit peu plus précises à la fin, des questions diverses à la fin de cet épisode. Et puis, bien sûr, il y aura les questions rituelles. On va commencer donc avec le choix de son activité physique. Comme Lorraine disait en intro, il y a certainement beaucoup de personnes qui sont là en train de choisir à ce moment-là leur activité physique. En Ayurveda, on parle énormément de yoga, mais il n'y a pas que le yoga, évidemment, qui permet de rééquilibrer ces doshas. Donc, on va voir en fonction de Vata, Pitta, Kapha. Et d'abord, une question un peu générale, mais qu'est-ce qui fait que le fait de bien choisir son activité physique en fonction de son dosha va permettre de nous connecter justement à notre nature profonde? Quel est le lien entre l'activité physique et notre dosha? Alors moi, le lien, je le vois plutôt dans l'autre sens en fait. C'est-à-dire que c'est le fait d'aider les gens à se reconnecter à leur nature profonde, d'aider les gens à mieux se connaître, aider les gens à mieux se comprendre, aider les gens à mieux s'accepter, qui va ensuite permettre à ces gens-là de faire des choix qui vont être plus adaptés pour elles en fait.
Ouais, des choix et en particulier des choix au niveau de l'activité physique. Mais pas que. Ça peut être aussi des choix alimentaires, des choix de lieu de vie, des choix professionnels. Est-ce que j'accepte cette opportunité ou pas? Est-ce que je déménage au fin fond de la campagne ou je reste en ville? Est-ce que je m'investis dans ce réseau, etc. ou pas? Alors du coup, on va rentrer un peu plus dans les différentes typologies ayurvédiques et savoir un peu l'activité que l'on peut adopter en fonction de son dosha dominant, du moins, ou de ses déséquilibres. Donc, nous allons commencer par notre cher petit dosha Vata. Alors déjà, pour rappeler peut-être quels sont les déséquilibres les plus communs que tu observes chez les personnes ayant une dominante Vata. Alors déjà, les déséquilibres de Vata, c'est les déséquilibres que j'observe le plus chez les gens que j'accompagne, hein. Ils sont beaucoup liés à notre rythme de vie, surtout en milieu urbain, à la sursollicitation de nos sens en permanence. On est tout le temps devant des écrans, smartphones, ordinateurs, télévision, Netflix, etc. Au fait aussi que depuis tout petit, on ne nous a jamais appris à écouter les messages de notre corps. Donc, les gens ne s'écoutent pas forcément quand ils ont les premiers symptômes de ce déséquilibre et continuent de mener leur vie tambour battant comme avant. Donc, les symptômes que je vois le plus, moi, c'est de l'anxiété, du stress, des peurs, de la fatigue, des douleurs physiques, en particulier au niveau du bas du dos, des articulations. Ça peut être une sécheresse interne ou externe, beaucoup de cogitations qui sont liées aussi, qui provoquent aussi certaines peurs chez ces gens-là, un manque de focus dans leur vie, des problèmes de sommeil, un manque d'ancrage dans la vie de manière un peu générale en fait. Mm. Oui, comme tu l'as dit, c'est un déséquilibre qui touche beaucoup de gens puisque Ouais. notre style de vie est Vata. Et donc le dosha Vata correspond à l'énergie du mouvement, hein. C'est irrégulier, c'est rapide, c'est léger. Donc on sait en Ayurveda que tout ce qui ressemble va augmenter le déséquilibre. Donc quelles sont les activités qui vont augmenter Vata, qui vont aggraver ce déséquilibre? Donc, comme tu le disais, en fait, toutes les activités qui ont les mêmes caractéristiques, les mêmes gunas que Vata, ou qui sont faites aussi dans un environnement qui est très riche en Vata. Donc, par exemple, moi je viens du milieu de la remise en forme, hein, donc des gens qui sont vataisés, j'en vois plein. Donc, le fait d'enchaîner les cours de fitness, par exemple, dans un club de fitness le soir, aux heures de pointe, faire des entraînements cardio à outrance, en allant au-delà en permanence de sa fatigue, sans s'écouter, de sa fatigue physique ou nerveuse, faire beaucoup d'activités en mouvement, de danse, ou qu'il y ait beaucoup de mouvements autour de vous. Tout ce qui va être aussi entraînement poids du corps, en circuit training. C'est la grande mode des circuits training de la haute intensité, là, un petit peu partout, dans les clubs de remise en forme. Bah, ça, pour Vata, c'est pas forcément super génial, en fait. Le fait de courir à l'extérieur, par temps froid, par temps venteux, ou en plein centre-ville, aux heures de pointe, en évitant les gens, voilà, c'est le genre d'activités qui sont pas forcément super apaisantes pour Vata. Donc, parfois, les gens, bah, ils pensent se faire du bien en faisant du sport, mais au final, ils augmentent leur déséquilibre, hein. Que ça soit dans le choix de leurs activités ou que ça soit dans le lieu, l'environnement dans lequel ils font ce sport. Ou dans le choix du coach qu'ils vont se choisir pour être accompagnés s'ils ont besoin d'un coach privé, par exemple. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut leur proposer à ces personnes qui vont courir en pleine heure de pointe, en plein Paris, pour justement apaiser leur vata, éviter d'augmenter leurs déséquilibres qui sont peut-être latents dans leur corps? Quelles sont les activités qui seraient les plus adaptées pour ces personnes-là? Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent vraiment dans ces symptômes-là, vous pouvez jouer sur 3 leviers, en fait. L'environnement dans lequel vous faites votre activité physique, naturellement le style d'activité physique que vous pratiquez ou la structure de votre séance de sport si vous vous entraînez tout seul, et aussi sur le style de coach que vous allez utiliser. Enfin, vous allez solliciter pour vous accompagner. Donc, au niveau de l'environnement, il vaut mieux aller à l'intérieur, par exemple, dans un environnement chaud, surtout s'il fait froid dehors. Là, c'est bientôt la rentrée, on est en automne peut-être.
Donc, s'il fait froid dehors, vaut mieux être à l'intérieur. Choisissez des environnements un peu cocooning. Vous allez être encadré, pris en charge. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs là qui proposent des halls inclusifs. Vous pouvez rentrer de 6 heures du mat à 23 heures du soir. Il n'y a pas de coach. C'est un accès libre aux machines. Ça, c'est pas le style d'environnement pour apaiser Vata. Vous avez besoin d'être encadré, d'être pris en charge, d'être cocooné, d'être rassuré, qu'on prenne le temps avec vous de vous expliquer comment fonctionnent les machines, comment fonctionnent les cours, par exemple. Le style d'activité, il faut ralentir. Il faut ralentir le rythme, il faut rechercher l'ancrage. Donc, une activité comme le renforcement musculaire, c'est particulièrement recommandé. Quand vous faites du renforcement musculaire, que vous êtes sur des machines, que vous travaillez vos muscles, vous travaillez la matière qui compose votre corps, ça ancre en fait. Travailler sur des séries où vous allez faire des mouvements lentement, avec de la charge, une charge qui vous permet de ressentir vos muscles. Tout ce qui est exercice de gainage, c'est particulièrement efficace pour ancrer et calmer Vata. Le yoga est une pratique qui peut vraiment aider à réguler ce trop-plein de Vata. La relaxation, la méditation, surtout une méditation axée sur les chakras inférieurs, où vous allez plutôt, par des sons primordiaux ou des mantras, axer la vibration sur ces chakras qui vont favoriser votre ancrage. Et choisissez un style de coach. Si vous devez choisir un coach privé ou même aller suivre un cours de fitness avec un coach, évitez de choisir le petit nerveux là-bas qui saute partout en fait. Cherchez le coach qui va être ancré, rassurant, qui va vous parler calmement. Mais de ce que j'observe beaucoup sur le terrain, c'est que les gens sont beaucoup attirés en fait par leur déséquilibre. Et oui, parce qu'ils leur ressemblent aussi. Ça rassure. Ça rassure, mais moi ce que j'observe, la réflexion que j'ai, c'est que c'est un peu comme si le corps prenait conscience que la personne n'est pas à l'écoute des messages. Et le corps se dit, OK, tu ne veux pas entendre les messages, il faut que tu changes, parce que là, tu es complètement en train de te déséquilibrer. Donc, je t'envoie des messages qui vont t'envoyer plus vite dans le mur. Je sais que tu vas dans un mur, je t'envoie encore plus vite dans ce mur, parce que plus vite que tu vas percuter ce mur, plus vite tu opéreras des changements. Donc, tu es en excès de Vata, je te donne encore plus envie d'aller tard le soir dans un club de fitness. Je te donne encore plus envie d'enchaîner les cours les uns après les autres. Je te donne encore plus envie de sauter partout et de ne pas écouter que ta fatigue. Tu as des cernes jusque-là, tu es constipé depuis 3 semaines, tu as des douleurs dans les articulations, je te donne encore plus envie d'y aller quand même. Jusqu'au moment où tu ne pourras plus faire autrement que d'entendre les messages que j'ai à te dire parce que tu auras percuté le mur. Et beaucoup des gens que je côtoie viennent me voir après avoir percuté le mur. Et moi, dans ma vision des choses, dans tout ce que je fais, l'objectif, c'est de leur transmettre des connaissances pour qu'ils opèrent parfois ce petit changement qui est parfois minime avant de percuter ce mur en fait. C'est dommage. Oui, on espère en tout cas que nos auditeurs prennent conscience de ça et qu'ils n'en arrivent pas jusque-là, évidemment. Quelle est la régularité de la pratique sportive pour les Vata? La régularité, 2-3 fois par semaine, pour moi, c'est un bon rythme en fait. Et mais Vata, il faut vraiment qu'il se reconnecte à son ressenti, en fait, qu'il soit à l'écoute. Je suis fatigué, je sais qu'on vit dans une culture du no pain, no gain. Non, je m'écoute, en fait. Je suis fatigué, ce soir, je ne fais pas ma séance de sport. Je ne fais pas ma séance de sport, je me repose, je rentre chez moi plus tôt et aujourd'hui, j'ai eu plein de rendez-vous qui se sont programmés dans mon travail. J'ai enchaîné les réunions en Zoom, en visio. J'ai couru partout. Il fallait que j'emmène les enfants à l'école, les emmène à leurs activités, etc. Je ne me rajoute pas en plus de ça une activité physique le soir où je vais sauter partout. Peut-être je rentre chez moi et mon activité physique, ça va être de la relaxation ce soir. Ça va être de la relaxation. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir qui me payent aussi pour que je leur fasse faire du sport. Mais moi, je pars du principe qu'ils ne me payent pas pour faire du sport. Ils me payent pour aller mieux, en fait. Donc, si pour aller mieux, durant la séance, ils doivent passer la séance allongée sur une table pendant 1 heure et je leur fais du Reiki ou de la relaxation, c'est ce qu'on va faire, en fait. Parfois, il y a un décalage, en fait, entre ce que
souhaite les gens et ce qui est véritablement bon pour eux. Donc, sans forcément aller tout le temps à l'encontre de vos souhaits et vous frustrer, il faut prendre conscience de ça et de se dire, OK, là, ce que je fais comme activité, est-ce que c'est juste pour mon plaisir, mais j'ai conscience que potentiellement, ça accentue mon déséquilibre, ou est-ce que cette activité-là, je la fais essentiellement pour réguler mon déséquilibre? Ce qui peut ne pas empêcher, les deux ne sont pas compatibles, on peut prendre du plaisir aussi en régulant ces déséquilibres. On peut prendre du plaisir alors qu'on pensait ne pas en prendre en apprenant à faire de la relaxation ou en faisant du yoga ou de la méditation. Tout est une question d'apprentissage et de prise de conscience. D'écoute de soi et puis de trouver le bon outil en fait parmi tout ce qu'il existe en plus. Très bien, merci pour toutes ces infos pour nos Vata qui, je l'espère, ne rentreront pas dans le mur mais trouveront des activités adaptées. Passons maintenant au Pitta. Donc, les personnes de type Pitta sont un peu caractérisées par l'élément feu. Donc, c'est tout ce qui est énergie de la transformation. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les signes d'un déséquilibre Pitta que tu observes particulièrement aujourd'hui dans notre société? Alors, je connais bien Pitta, parce que moi-même, je suis plutôt de constitution Pitta. Les symptômes de l'excès de Pitta sont très liés, encore une fois, à notre mode de vie qui est axé sur le no pain, no gain. J'entends ça depuis que je suis tout petit dans la pratique du sport, no pain, no gain. La course à la réussite, t'as mal, t'y vas quand même. Il faut réussir. Il faut la pression qu'on s'inflige au quotidien, professionnellement, socialement. Voilà. Donc, on est en permanence, on est sous pression et cette pression de la société ou cette pression qu'on s'inflige à soi-même dans tous les leviers pivots de notre vie est pas forcément bonne pour Pitta. Donc, les symptômes, c'est l'irritabilité, la colère, l'agressivité, la frustration. Une colère qui n'est pas forcément exprimée. Hein. Ça ne veut pas dire que les gens sautent à la gorge du premier venu sur un parking de supermarché. Mais elle est contenue en fait, elle est contenue et c'est pas forcément mieux en fait. Elle est contenue et ça crée beaucoup de. On dit souvent que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Le foie, il prend un grand coup là avec cette histoire de colère. Le côté tyrannique aussi, hein, le côté tyrannique qui augmente, que ce soit dans votre vie privée. Si tous les matins là vous mettez la pression à vos enfants pour les emmener à l'école et ou la pression tout le temps pour leur faire leurs devoirs, etc., etc. Ce côté tyrannique en nous est beaucoup lié à Pitta. Ça peut être tyrannique aussi dans le travail avec les collaborateurs. Là, les inflammations dans le corps, tout ce qui est tendinite. Si vous faites du sport régulièrement et que vous êtes sujet aux tendinites depuis des années, vous ne comprenez pas pourquoi, c'est lié au feu de Pitta. Le burn-out est lié au feu de Pitta. Donc, le premier client que j'ai accompagné avec cette approche ayurvédique, c'était quelqu'un qui se consumait de l'intérieur. Il se consumait de l'intérieur depuis des années parce que grosse pression dans son milieu professionnel. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui gérait son argent et qui avait beaucoup de pression. Il y a eu un drame dans sa famille qui a été médiatisé, donc il avait eu la pression aussi des médias, etc. Ce qui fait qu'il se consumait de l'intérieur. Et il a commencé à aller mieux à partir du moment où, dans ses activités physiques, il a mis en place des choses pour calmer ce feu et pas attiser ce feu. Et oui, parce que Pitta est très chaud, hein, donc toutes les activités chaudes, elles vont augmenter Pitta. Qu'est-ce qu'il y aurait comme exemple typique d'activités qui vont augmenter ce feu de Pitta? Alors, naturellement, tout ce qui est sport de combat, se prendre des coups, ça n'a jamais apaisé Pitta. Hein. Même si vous n'avez pas énormément de Pitta en vous, si vous prenez des coups en boxe, en karaté, en boxe taille, même si vous frappez sur un sac, ça ne va pas forcément vous aider à réguler Pitta. Si vous vous enfermez le midi avec un collègue qui est en excès de Pitta comme vous, dans un terrain de squash, à taper très fort dans une balle qui devient de plus en plus chaude, pour peu que la balle, à un moment donné, vous la preniez dans les fesses, ça ne va pas accentuer, ça ne va pas vous aider à réguler Pitta. J'ai beaucoup vu ça aussi, courir sur un tapis de course avec son pote à côté. Souvent, les gens ils viennent à deux, ils aiment bien, surtout le midi, la compétition. Rentrer en compétition avec son collègue. Il augmente la vitesse, vous augmentez la vitesse. Il monte de 0,5, vous montez de 1 km/h. Donc tout ça, c'est pas. Mais au-delà de la pratique en elle-même, ce qui est le plus
impactants pour Pitta, c'est l'état d'esprit en fait, dans lequel vous abordez le sport. La pression que vous continuez à vous mettre dans le sport, cette même pression que vous mettez dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, les gens en excès de Pitta, ils continuent de se la mettre dans l'activité physique. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre la pression entre midi et 2. Ils ont un tout petit créneau horaire. Et ils vont courir pour arriver à l'heure dans leur salle de sport, pour vite trouver une place de parking. Ils vont faire leur cours de fitness en pensant à la réunion qu'ils ont à 14 heures. Donc, ils vont vite sortir du cours pour être les premiers rendus dans la douche. Ils sortent en courant de la salle de sport pour aller chercher leur voiture. Manque de bol, ils avaient garé la voiture en double fil, ils ont un PV. Ils retournent chez eux en n'ayant pas forcément mangé ou mangé rapidement. Donc la faim, ça accentue Pitta. Ils se prennent un bon café avant la réunion et ils rentrent dans la réunion et là, c'est le drame. C'est dévastateur. Pour peu que le sujet soit un petit peu tendu, voyez, pour peu que la clim soit un peu trop forte dans la salle, pour peu que le mur soit rouge, et là, c'est la cata. Donc, il y a beaucoup là, on n'a pas envie de les croiser. Non, mais il y a beaucoup de cette histoire de pression sociale aussi. Les gens à Paris qui vont dans ces clubs de yoga super à la mode. Sauf que quand tu rentres dans le club, à peine t'es rentré, on te toise de la tête aux pieds pour voir un petit peu si tu es un maître yogi, si tu as la dernière tenue, si tu as le dernier tapis à la mode. Tout ce qui est de pression sociale, ça accentue Pitta aussi. Les gens qui se disent, tiens, je vais faire un footing le dimanche pour calmer mon feu et qui font ce jogging, mais vous voyez, ils se mettent en compétition, ils ne font pas juste un jogging pour le plaisir de courir dans la forêt, ils préparent un trail, ils préparent le marathon de Paris, où ils s'entourent de collègues, de collaborateurs, et puis ce petit footing, ça devient presque une succursale du bureau et on discute un peu des stratégies de l'entreprise en même temps qu'on court. Donc, je vais courir, pas forcément parce que j'ai envie de courir, mais parce qu'il faut y aller, parce que c'est bien vis-à-vis de mes collaborateurs que j'y sois. Donc, toute cette pression-là, c'est ça qui pose problème en fait, à Pitta. En fait. Oui, et qui attire aussi, en fait, comme on disait tout à l'heure pour les Vata, c'est la même chose. Les Pitta vont penser ressortir leur feu et libérer leur énergie en allant faire des activités comme ça, mais en fait, ils vont se faire du mal plus qu'autre chose. Du coup, qu'est-ce qu'on peut leur proposer à nos chers Pitta pour justement des activités qui vont équilibrer leur nature? Alors, si vous vous êtes reconnu là, dans ces symptômes Pitta, 2 mots à retenir, frais et plaisir. Donc, frais dans le sens, faites du sport en extérieur. Alors, pas en plein été, à midi, sous le soleil de plomb, mais allez dans la nature. Allez dans la nature, allez courir au bord de l'eau, allez courir faites de l'activité physique en forêt, pourquoi pas, dans un parc. Allez dans l'eau. Allez dans l'eau. L'environnement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, joue beaucoup. Hein. Moi, j'avais un de mes meilleurs amis qui était très, très Pitta dans tout. Chef d'entreprise, triathlète de haut niveau, gros Pitta, beaucoup en excès de Pitta. Ce qui le sauvait, cet homme-là, c'était qu'une grande partie de ses activités physiques étaient dans l'eau et pas une eau chaude, une eau plutôt fraîche. Donc, l'activité physique dans l'eau est importante. La personne dont je vous parlais tout à l'heure, ce premier client que j'ai eu, qui était vraiment dans le feu et dans la pression, qui se consumait de son Pitta, il avait essayé plusieurs coachs avant. Et lui, ce qu'il voulait, c'est taper sur des sacs, c'est se remettre la pression. Il pensait qu'il allait libérer comme ça sa pression. Et c'était l'effet inverse qui s'opérait. C'est-à-dire qu'il entretenait, il soufflait sur les braises qui étaient en lui. Le jour où je lui ai dit, écoute, on va continuer de faire de l'intensité, mais par contre, l'intensité, on va la faire dans l'eau. Et je l'ai fait aller dans la piscine et faire exactement le même style d'activité physique, mais dans la piscine. Et c'est là où potentiellement, il a vu les résultats. Donc, l'activité dans l'eau, cherchez le plaisir dans ce que vous faites, cherchez des choses ludiques, faites du sport pour le plaisir de faire du sport et pas pour préparer une compétition ou être le meilleur. Pas de pression, pas de compétition vis-à-vis de soi, vis-à-vis du voisin qui a mis plus lourd sur les poids qu'il prend pour faire son cours de gym. Essayez pas de courir plus vite sur le tapis de la personne qui est à côté de vous. Ne vous mettez pas en compétition avec le prof que vous voyez qui donne son cours de fitness. Ne choisissez pas un coach qui est lui-même en excès de Pitta. C'est-à-dire que le coach là-bas que vous voyez là, qui est tout rouge, avec des tatouages partout,
avec les veines apparentes, là, le cou très tendu et qui est en train de hurler sur ses clients pour qu'il fasse un peu plus de pompe, vous l'oubliez, lui. Le militaire, quoi. Ouais, faut l'oublier. Il faut plutôt aller quelqu'un qui va vous aider à vous détendre. Et au-delà de vous détendre, qui va aussi apporter du fun, du ludique, du plaisir dans votre activité physique. Donc, pour moi, Pitta, il peut pratiquement tout faire. C'est surtout la manière dont il aborde qui est importante, en fait. Et les sports collectifs pour les Pitta? Sport collectif, pareil, si c'est faire un basket avec ses potes pour le plaisir de jouer, oui. Si c'est se mettre la pression parce qu'il y a un match et qu'on veut gagner absolument, non. Après, quand j'explique tout ça, souvent j'ai des gens, là où ça tique un petit peu, c'est pour les gens qu'on approche du sport un peu performance, compétition. Et qui me disent, écoute, c'est bien beau ce que tu me dis, Yannick, mais bon, moi, mon sport, c'est la boxe thaï, donc je suis obligé de mettre des coups, je suis obligé d'en prendre. Ou moi, mon sport, c'est la course à pied, je prépare un trail, donc tu comprends, c'est ma compétition, c'est mon plaisir. Donc, même si je suis en excès de wattage, je dois quand même aller courir dehors, alors qu'il fait froid et qu'il y a du vent. Et là, je leur dis, OK, donc ça veut dire que pour aller mieux, c'est pas avec le levier du sport que tu vas pouvoir le plus jouer. Par contre, tu peux certainement mettre en place plein d'autres choses dans ta vie quotidiennement qui vont t'aider à réguler ce trop-plein de vata. Et rien que le fait, ou de pitta, rien que le fait d'en avoir conscience de ça, que la personne ait conscience que, OK, là, je fais une activité qui accentue mon déséquilibre, mais je n'ai pas véritablement d'autre choix que de la faire parce que peut-être je prépare une compétition. J'ai conscience, et bien rien que ça, rien que d'en avoir conscience, ça limite les dégâts. Et ça veut dire que derrière, ils vont mettre en place des choses, on peut les conseiller sur d'autres leviers dans leur vie quotidienne. Vous voyez ? Ok, ouais, tout à fait. Je pense que ça donne de bons leviers de progression là, pour nos auditeurs. On va passer au Kapha maintenant. On a vu Vata, Pitta, donc allons-y pour nos chers Kapha. Alors Kapha, qui est un dosha qui est gouverné par l'élément eau et qui correspond plutôt à tout ce qui est la cohésion, la structure. Cet élément eau, il apporte une certaine lenteur, voire même une léthargie chez les petits Kapha. Alors, quels sont les déséquilibres les plus fréquents que tu peux constater? Alors, les déséquilibres que moi j'observe le plus, ils sont liés, ils sont physiques, ils sont sur le plan physique, donc ça va être la prise de poids en particulier. La prise de poids, mais il y a aussi beaucoup de déséquilibres, il y a beaucoup de gens qui me sollicitent pour ça. Tu parlais de léthargie, c'est exactement ça, ce côté psychologique où tu es dans le coton, dans une léthargie, dans une certaine mollesse, une certaine lassitude. Tu as envie de pas grand-chose, tu es motivé par pas grand-chose et tu t'aperçois là que autant peut-être il y a quelques années ou quelques mois, ça allait. Là, tu sens que ça te pose problème. Là, tu sens que ça ne va plus comme tu voudrais. Tu as besoin d'accompagnement pour changer. Le déséquilibre de Kapha, pour moi, c'est le déséquilibre qui nécessite le plus un accompagnement. Kapha, c'est la terre et l'eau. Quand on mélange de l'eau et de la terre, ça fait de la boue. Quelqu'un qui est en excès de Kapha, c'est comme s'il avait les deux pieds dans la boue. Et pour se sortir, je ne sais pas si vous avez déjà eu les deux pieds dans la boue. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais enfant. J'ai paniqué enfant parce que je n'arrivais plus à sortir de la boue. Quand je retirais mon pied il sortait de ma botte et je ne savais plus quoi faire. Si je n'avais pas eu mon père qui était à côté pour me tirer, j'y serais encore dans ce marécage. C'est un peu ça avec Kapha. Souvent, les gens qui sont dans l'excès de Kapha, ils ont besoin d'une aide extérieure. Quelqu'un qui va les tirer vers l'avant ou les pousser pour, au moins au début, les aider à sortir de ce déséquilibre. Donc physiquement, la prise de poids, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées au psychologique, qui se passent aussi dans la tête, au niveau de l'émotionnel. Oui, parce que Kapha crée beaucoup de congestion. Donc c'est vrai que ça se retrouve au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Du coup, c'est des personnes qui ont besoin surtout d'être accompagnées ou d'avoir justement un collègue ou une amie ou un ami qui les pousse à aller faire du sport avec eux ou des activités physiques. Mais est-ce qu'il y a des activités en particulier que tu conseillerais aux personnes à dominante Kapha en termes de sport ?
Ah oui, 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 il y a vraiment. En fait, le piège, encore une fois, c'est que les gens qui sont en excès de CAFA, où est-ce que je les retrouve dans un club de fitness? Si ces gens-là n'ont pas conscience de leur excès de CAFA, on ne leur a pas expliqué, ils vont être attirés par leur déséquilibre et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans l'eau, ils vont faire de l'aquagym, mais pas de l'aquagym sportif, hein, de l'aquagym pépère. Ils ont de l'eau jusqu'ici, ça leur rappelle un peu le ventre de maman. Quand ils étaient bébés. Ils se cachent sur un appareil cardio où ils vont pédaler tranquillement avec leur smartphone ou avec un bouquin. Je vois beaucoup de gens avec les smartphones ou des bouquins quand ils font du cardio training. Ils vont toujours choisir le même créneau horaire, le même lieu d'entraînement, le même cours, au même endroit, avec le même prof. Ce prof qui est un peu rassurant, vous voyez, qui est un peu nounours, qui a l'air tout gentil, rassurant et protecteur. Celui qu'il fallait pour les bâtards. Et exactement. Alors que ce qu'il leur faut, c'est exactement l'inverse. Et ce qu'il leur faut, c'est ce qui nécessite le plus un accompagnement parce qu'il leur faut sortir de leur zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est très, très, très difficile pour tout le monde en fait. Même un sportif de haut niveau, pour sortir de sa zone de confort, il a besoin d'un coach qui lui pousse au derrière. Sortir de sa zone de confort physiquement avec de la pratique comme ce qu'on appelle le HIIT. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du HIIT. H-I-I-T, c'est de la haute intensité en intervalle training. Donc, c'est des entraînements plutôt axés cardio, très courts. Vous allez enchaîner les exercices en circuit training, des temps de travail très courts, des phases de récupération très courtes. Une méthode qui est très employé, c'est le Tabata. Vous travaillez par exemple 20 secondes, vous récupérez 10 secondes et vous enchaînez ces circuits poids du corps, où vous allez vous entraîner à très haute intensité. Donc, comment on sait qu'on est en haute intensité? Quand je dis haute intensité, souvent les gens ils flippent parce qu'ils pensent justement sport de haut niveau. Mais ma mère fait de la haute intensité et ce n'est pas une sportive de haut niveau, ma maman. Donc, il faut juste ressentir certaines choses physiquement. Il faut être essoufflé. Il faut transpirer, il faut essouffler comme si vous vouliez vite courir sur le quai de la gare pour aller rattraper votre train en même temps que vous portez 2 valises et le petit en écharpe. Ouais, ce style d'essoufflement-là. Et il faut que psychologiquement, ça soit challengeant. Psychologiquement, ça soit challengeant, c'est-à-dire que la petite voix dans la tête qui vous dit « mais arrête, arrête, arrête ». Non, non, retourne sur ton canapé, non, mais retourne dans ta piscine, retourne dans ta zone de confort. C'est cette petite voix qu'il faut parfois écouter, parce que je ne dis pas qu'il ne faut jamais l'écouter, mais là, en l'occurrence, c'est la même petite voix qui vous incite à reprendre des pâtes, à reprendre du gâteau, à finir l'assiette, etc. Donc, il faut aller au-delà de ça. Tout ce qui est environnement stimulant, c'est très intéressant justement pour les CAFA. Donc, aller aux heures de pointe dans un club de fitness, là, ça a du sens. Parce qu'il y a de la stimulation, il y a du passage, il y a de la musique, il y a du bruit. Aller dans un cours collectif où il y a des jeux de lumière, des écrans qui clignotent, ça, c'est génial pour CAFA. La pratique, les endroits très, très, très entraînement comme les box de CrossFit, ça, c'est particulièrement cette ambiance un peu militaire, mais en même temps où on essaie de se dépasser, on se challenge dans une bonne ambiance. Hein. Voilà, il y a une bonne cohésion en général. Ça, c'est top. Un soutien de la part tiré par le groupe. C'est ça. Cherchez un coach qui soit motivant, qui vous impressionne un petit peu. Peut-être le coach un peu plus pita, que vous n'osez pas aller voir, mais questionnez-le. Donc ça nécessite quand même, pour arriver à faire ça tout seul, ça nécessite quand même une sacrée prise de conscience. Hein. Parce que naturellement, les gens, ils n'y vont pas. Donc, il faut qu'il y ait un déclic ou deux qui se soient vraiment opérés. Moi, ce déclic, pour moi, il vient par l'acquisition de connaissances. On t'a expliqué des choses, tu as lu des bouquins, tu as écouté des podcasts qui t'ont fait réfléchir. Et puis, boum, petit à petit, la petite graine, elle germe, mais tu comprends. Puis, tu t'aperçois que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, l'activité physique que tu fais, c'est complètement inadapté par rapport à qui tu es, ou en tout cas par rapport au déséquilibre que sont les tiens. Et là, tu dis, ouais, bon, je change. Lui, je ne voulais pas aller le voir, mais je vais quand même aller le voir. Je n'osais pas aller m'inscrire dans ce club de fitness, je vais quand même y aller. Je prends sur moi. Pourquoi je prends sur moi? Parce que je suis motivé. Pourquoi je suis motivé? Parce que j'ai acquis des connaissances qui ont germé en moi, qui ont transformé un peu ma perception des choses. Et du coup, j'y vais. Je change.
Et une fois que le déclic est fait, en général, chez les CAFA, en plus, c'est des personnes qui ont une super endurance, qui tiennent vraiment sur le long terme les activités. Donc, il faut que ce déclic soit fait, quoi. Complètement. Le profil le plus efficace pour le sport, c'est Pitta Kapha. Pour la compétition sportive, c'est Pitta Kapha. Le côté challenge me dépasse de Pitta et le côté résistant de Kapha. Les gens que j'ai eus en excès de Kapha, mais c'est les gens qui m'ont le plus bluffé sur leur capacité physique en termes de force ou en termes d'endurance. Et même eux, ça les surprend. Ils se disent, mais mince, en fait, j'ai toujours pensé que j'étais nul, mais en fait, je m'aperçois que j'ai vachement plus d'endurance que peut-être d'autres personnes, ou j'ai de la force naturellement. De la souplesse une fois qu'il y a eu de la souplesse, donc une fois que le déclic il a été lancé, et après, ce qui est une période qu'on vient de traverser où tout d'un coup, ton rythme est cassé, tu te retrouves enfermé chez toi, etc., comme on a vécu là, pendant cette la dernière période de confinement. Il y a certaines personnes qui retournent un petit peu dans leur travers et qui ont besoin à nouveau d'un petit élan pour reprendre leurs activités. Ouais, qui ont plutôt fait un challenge Netflix qu'un challenge sportif. Ouais, voilà. Très bien. Alors, on a pu voir du coup, en fonction des différents doshas, les activités sportives à adapter ou celles à éviter. Donc, je pense que la liste est faite. Elle n'est pas exhaustive, cette liste. Voilà, elle n'est pas exhaustive, mais on pourrait creuser chacune de ces. Mais là, ça donne au moins des bonnes pistes. Des pistes de réflexion. Bonnes pistes et viser le bon coach aussi, ça c'est important. Et ne déléguez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Pour moi, un coach, là, je vais me tirer une balle dans le pied tout seul. Quelqu'un qui est accro aux médicaments, quelqu'un qui est accro à son coach, pour moi, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui donne son pouvoir, qui délègue son pouvoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de médicaments à certaines périodes de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'un coach à certaines périodes de notre vie. Mais vous ne pouvez pas être dépendant de la chimie tout le temps. Vous ne pouvez pas être dépendant de quelqu'un d'autre tout le temps. Chaque personne a en lui les capacités de prendre sa vie en main, à condition qu'on lui montre, en fait. Qu'on lui fasse prendre conscience de ce potentiel qu'il a à l'intérieur de lui et qu'on lui apprenne à libérer ce potentiel en lui transmettant certaines connaissances, en fait. Mais tu sais, c'est exactement pareil pour nous qui sommes praticiennes en Ayurveda. Lorsqu'on a nos clients qui nous disent ok, ça y est, j'ai compris ce qui m'arrive, je sais comment maintenant je peux gérer tout seul. Là, c'est qu'on a bien fait notre travail, en fait. Exactement. Voilà, c'est que notre accompagnement est fait correctement et que. Mais ça, dans le milieu des thérapeutes holistiques, je pense que le message y passe. Dans le milieu sportif, et là, si j'ai des coachs sportifs qui nous écoutent, dans le milieu sportif, on leur apprend l'inverse. On leur apprend qu'ils doivent se rendre indispensables vis-à-vis de leurs clients. Parce qu'il y a une notion de business derrière. C'est-à-dire que un client que tu as pendant des années, tout le temps, que tu as rendu dépendant à ton savoir parce que tu as fait un peu de rétention, tu lui donnes les choses mais pas complètement. Tu n'étais pas dans l'autonomisation mais plutôt dans la dépendance. Tu as bien fait comprendre que sans toi, il n'allait pas y arriver parce que tu veux le garder, parce que ça te fait un retour d'argent. Ça, dans certaines formations, c'est ce qu'on apprend au coach. Et pour moi, c'est à l'opposé. En tout cas, là, je parle pour moi, c'est à l'opposé de la vision que j'ai, moi, du coaching. Oui, bien sûr, parce que tu es dans un coaching holistique et du coup, effectivement… Pour moi, ce qui compte, à nouveau, c'est cette notion d'empowerment, en fait. D'autonomisation des gens. Reprenez le pouvoir sur vos vies. Pouvoir, entre guillemets. J'ai une question par rapport à un marché aussi très important dans le milieu du sport, qui est le marché des protéines, de tout ce qui peut accompagner l'entraînement sportif et psychologiquement aider, je pense, mais peut-être aussi physiologiquement. Qu'en penses-tu, toi? Moi, je suis pas fan de toutes ces choses-là, en fait. Moi, je pense qu'à partir du moment où ton alimentation est équilibrée et que tu sais t'alimenter, etc., tu as tout ce qu'il te faut dans ton alimentation. Après, naturellement, si tu es un athlète de haut niveau et que tu as un entraînement hors norme, une sollicitation du corps hors norme, là, oui, peut-être. Il y a des choses très naturelles maintenant. Oui, tout à fait. Mais chez la majorité des gens, ce n'est pas le cas. 99% des gens que je croise depuis 20 ans, ils font du sport pour aller mieux.
Ouais, aller mieux physiquement ou psychologiquement. Alors, il y a des jeunes, pour aller mieux psychologiquement, ils ont besoin de prendre de la masse musculaire pour se sentir mieux, voilà, pour renaître un petit peu. Donc, ils se sentent, ouais, mais je vais prendre des poudres, des protéines, je vais prendre de la whey, etc. Je vais aller dans certains magasins. Moi, je suis pas, j'en ai pris, hein, mais avec du recul, Voilà, je suis pas fan. bien s'occuper d'abord de son alimentation avant d'aller Ouais, sur. ouais, ouais, ouais. Parce que moi, à l'époque, hein, quand j'étais ado, voilà, je prenais des protéines et puis à côté, je m'alimentais super mal en fait. Je m'alimentais au fast-food, je buvais du coca, je fumais des clopes. Donc, quel est C'était la l'intérêt? poudre, elle cachait tout ça en fait. Ouais, voilà, ouais. C'est de se dire, ben, je vais. Mais la pratique du sport, pour moi, c'est la même chose en fait. Quelqu'un qui se dit, je fais quelque chose de bien pour ma santé parce que ben, j'ai fait mon heure de sport de la semaine. Ou je vais, là, pendant le week-end, je suis allé courir, ou pendant mes vacances d'été, pendant 15 jours, j'ai fait du vélo avec mes enfants à Noirmoutier. Bah, c'est mieux que rien. Mais ce qui compte, c'est pas ce que vous faites ponctuellement, une fois de temps en temps, comme ci, comme ça. C'est ce que vous faites tous les jours. Tous Mhm. les jours. C'est ça qui compte. Alors, l'activité physique, encore une fois, c'est un levier parmi plein d'autres Bien pour être sûr. bien dans sa vie. Mais si on fait son activité physique en étant complètement guidé par son déséquilibre, donc on est à côté un petit peu de ce qu'il faudrait, bah, c'est dommage. Donc, si déjà on fait 1 à 2 heures de sport par semaine et que ce sport est particulièrement adapté au déséquilibre et qu'on régule son excès de vata, de pitta ou de kapha, c'est déjà plus bénéfique. Et qu'en est-il justement des personnes qui n'ont pas de déséquilibre, en tout cas Mhm. le déséquilibre n'est pas très présent, comment ils peuvent adapter leur activité physique et savoir vers quel sport s'orienter? Est-ce que la saison a un impact, par exemple? Est-ce que c'est pertinent de changer d'activité en fonction des saisons, comme on peut changer d'alimentation également? Alors, oui et non. C'est-à-dire que pour moi, il faut surtout suivre les messages que vous recevez sur le plan physique, mental, émotionnel. Tous les jours, se questionner comment je me sens, comment je me ressens, physiquement, mentalement, émotionnellement. Il faut réapprendre à se reconnecter à soi, en fait, à sa nature Mhm. profonde. Quand je parle de nature profonde, de rewilding, c'est ça ce que ça veut dire. C'est se reconnecter à qui vous êtes, en fait. Reconnectez-vous au message que vous recevez, en fait. Tous les C'est jours, on est justement en enfermé, en fait. faisant ça qu'on évite d'être en situation de déséquilibre. Exactement. Mhm. Donc, tous ces messages-là, ils nous indiquent, en fait, si on a appris à les entendre, à les écouter et à y répondre, ils nous indiquent notre déséquilibre et du coup, ce qu'on peut adapter dans notre pratique sportive, en fait. Parce que je dis, OK, l'été, il faut faire ci, l'hiver, il faut faire ça. Ben, peut-être que ce que vous avez fait l'été dernier pour aller mieux, ça ne va pas forcément vous convenir cet été. C'est ça la problématique. Après, il y a quand même des règles. C'est clair que si vous êtes en excès de pita, pendant l'été, évitez de faire des activités où vous allez vous mettre trop de pression ou vous exposer trop au soleil et aller faire votre sport en plein cagnard. Si vous êtes en excès de kapha, c'est clair que l'hiver, pour peu qu'il soit froid et humide, c'est pas ce qui va vous aider à aller mieux. Mais au-delà de l'activité, c'est vraiment comment je me ressens. Comprendre que ben, j'ai pu faire ça l'été dernier ou l'hiver dernier pour aller mieux, pour prendre soin de moi en termes d'activité physique. Et ben, l'hiver prochain, l'été prochain, parce que vous ne serez pas la même chose, la même personne, je veux dire, eh bien, ça ne sera peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour vous, de plus adapté pour vous. Donc, ce n'est même pas une question de saison pour moi, c'est une question quotidienne où très régulièrement s'interroger sur comment je me sens. Et ça, il faut que les gens s'autorisent le droit de se reconnecter à eux, s'autorisent le droit de dire qu'ils sont fatigués, de se l'avouer, de se reconnecter au message de ce corps et sortir encore une fois de ce no pain, no gain. On n'a pas besoin de souffrir pour mériter d'exister. On n'a pas besoin de souffrir pour avoir des résultats physiques. On n'a pas besoin de montrer les stigmates de sa pratique sportive comme on l'a fait parfois beaucoup dans le CrossFit, pour avoir des résultats. On n'a pas besoin de souffrir dans son travail, à répondre à des mails à 23 heures du soir et être devant son ordinateur à 6 heures du mat, parce que, vous comprenez, ça fait bien vis-à-vis de mes collaborateurs que je montre que je souffre.
J'ai des cernes jusque-là, j'ai 15 000 dossiers sous chaque bras, je cours partout, etc. Donc, en gros, je mérite le poste que j'ai, je mérite le salaire que j'ai. On est beaucoup dans cette… il faut souffrir pour mériter. Bah, ça va vous tuer, les amis. Il faut se reconnecter à soi, s'apporter de la douceur, s'apporter de l'écoute, en fait. Et c'est un pita qui vous dit ça. Hein. C'est un pita tatoué. Comme quoi, hein. C'est un pita tatoué qui vous dit ça. Toutes ces erreurs, je les ai faites moi-même. Donc, c'est pour ça qu'au début, je vous disais que ces connaissances-là, avant de les transmettre, j'intègre, je Tu les as digère. expérimentées. J'ai expérimenté ça. Je suis passé par le feu. J'ai travaillé dans des gros clubs sur Paris. J'ai voyagé. J'ai été formé des profs dans des zones de conflit au Liban, en Israël. J'ai connu tout ça. Donc, faut sortir de ça, du no pain, no gain. Dans le sport, mais dans la vie en général. Eh bien, c'est un beau message, Yannick. Dans les questions diverses, maintenant, on a beaucoup parlé des doshas, là, on sort un petit peu de ça. Est-ce que tu as des recommandations spécifiques pendant la grossesse, pour l'activité physique pendant la grossesse? Alors, j'ai eu la chance d'avoir 4 enfants, donc j'ai vécu 4 grossesses. Enfin, j'ai vécu, pas moi qui les portais, vous avez bien compris. Mais ce qu'il faut, en fait, c'est encore une fois, il faut être encore plus à l'écoute de son corps, en fait. Ouais. Encore plus à l'écoute de soi, pas culpabiliser de ne rien faire. Ça, c'est compliqué pour certaines femmes qui ont fait beaucoup de sport. Ben, je les vois, elles sont fatiguées, mais elles se disent, mais oui, mais bon, si j'arrête complètement mon activité physique, comment je vais louper, je vais reprendre du poids, je vais prendre plus de poids, cette peur de prendre du poids qu'on a dans notre culture. Vous allez en Allemagne, dans les pays scandinaves, c'est pas du tout la même philosophie. On raconte pas du tout le même, on fait pas passer le même message du tout aux femmes enceintes dans les accompagnements qu'elles ont. Donc, pas culpabiliser de rien faire, pas culpabiliser aussi de faire du sport. Moi, j'ai des femmes qui ont fait du sport jusqu'à la fin, en fait, en adaptant naturellement leurs pratiques sportives. Tout dépend, encore une fois, de qui vous êtes, de comment vous vous sentez. Chaque femme enceinte est différente. Il n'y a pas une règle qui s'applique. Ma femme, par exemple, dès les premières semaines pratiquement de grossesse, en tout cas dès les premières semaines, elle était fatiguée. Donc, elle s'écoutait. Elle aurait pu ne pas s'écouter et se dire oui, mais bon, je continue de faire mon activité physique. J'ai pris un abonnement dans un club de fitness. Non, je m'écoute, je me repose en fait. Et puis, il y en a d'autres, c'est complètement différent. Donc, on est toujours, encore une fois, dans cette notion d'empowerment. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous. Ouais. Parfois, des gens en blouse blanche se trompent sur ce qu'ils vous disent. Moi, ma femme, si on avait écouté parfois certains conseils, je pense qu'on aurait eu 2-3 problèmes sur quelques grossesses, en fait. Donc, il faut se connecter à votre ressenti. Surtout que ce ressenti pendant la grossesse, il est démultiplié. Vous allez en recevoir, mais encore plus. Je ne sais pas si vous avez des bébés, mais vous allez en recevoir encore plus pendant cette période-là des messages de votre corps, du vôtre et de celui du fœtus qui est en train de se développer, cette âme qui est en train de s'incarner dans votre ventre. Et donc, mais globalement, il faut quand même être dans la douceur. On est d'accord, là, le no pain, no gain, encore une fois, on l'oublie, il faut être dans la douceur, plutôt dans la bienveillance vis-à-vis de soi. C'est pas le moment de se mettre, tiens, je me mettrais bien à l'haltérophilie. C'est pas le moment pour… Tiens, je me mettrais bien pour s'y mettre. Mais si les femmes s'écoutent, vraiment, si elles se connectent à elles, si elles s'écoutent, elles sauront quoi faire. Elles ont ce pouvoir-là en elles et parfois, ça va aller contre la vie, ça va aller contre les peurs de leur entourage. Non, mais t'es folle, tu vas pas continuer à faire du sport alors que t'es enceinte. Non, mais ou l'inverse, tu vas pas t'arrêter, etc. Ou il faut surtout, madame, que vous restiez allongée tout le temps jusqu'à la fin parce que vous comprenez ceci ou cela. Ou l'inverse, connectez-vous à ce que vous ressentez et vous saurez exactement quoi faire. Voilà, s'écouter et ne pas culpabiliser. Exactement. Et qu'en est-il pour les enfants qui peut-être ne savent pas toujours vers quelle activité s'orienter? Je sais que moi, j'ai toujours voulu tester plein de choses, mais bon, du coup, à courir partout sur toutes les activités. C'est peut-être ma caractéristique aussi, ma constitution. Comment orienter des enfants vers une activité? Est-ce que
Alors, toi qui en as 4, du coup, Ouais. est-ce que tu les as Comment accompagnés orienter les là-dessus? parents? Pour orienter Voilà. les parents, ouais. Moi, je pense que les enfants, ils savent. Ils sont naturellement attirés vers des activités de par leur constitution. Je veux dire, moi, j'ai tout à la maison. Donc, j'ai ma fille qui a 8 ans, c'est une Vata plus, plus, plus. Donc, elle a besoin de mouvement, elle fait de la danse classique. Mais en même temps, on sait que si on l'emmène que dans ces activités qui vont accentuer son Vata, ça va être peut-être pas forcément positif pour elle. Donc, mais elle sait en fait. Naturellement, elle a besoin de se poser dans sa chambre, de prendre soin de son petit frère, d'être dans la nature, de mettre les mains dans la terre, de se réancrer. Elle utilise des pierres pour ça. Mon fils, mon premier fils, Karl, qui a maintenant 13 ans depuis 2 jours, l'erreur que j'ai voulu faire avec mon premier fils, avec mon premier enfant, c'est de projeter. J'ai fantasmé en fait. Donc, au lieu de l'écouter lui, j'ai projeté mes croyances, mes certitudes sur lui en fait. Donc, comme ma femme est finlandaise, donc je me suis dit il a du sang viking, il a du sang, enfin, il a du sang scandinave en tout cas. Du coup, quand on est arrivé sur Angers, j'ai voulu l'inscrire au hockey sur glace. Ah oui. Et le hockey bon, à Angers, il y a une équipe pro, donc le hockey sur glace, là-bas, ça rigole pas. Donc c'était très carré, très strict, très même à 4 ans, il fallait suivre un rythme, tourner en rond, au sifflet, vous arrêtez, descendez à genoux, remontez. Et je voyais mon fils, à l'époque, c'était il y a 13 ans, donc j'étais encore un peu moins familiarisé à tout ça. Il est Vata plus, plus, plus aussi, mon fils. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait à droite, à gauche, il ne pouvait pas rester dans le cadre, il prenait des petits palets, il les mettait sur ce petit chariot, il jouait, il s'amusait, il partait dans tous les sens. Donc je me suis vite aperçu que ce n'était pas pour lui en fait. Donc j'accepte que mon fils, mon plus grand, il a un côté artistique qui est très développé, il n'est pas attiré par le sport. Ou alors il va être attiré ponctuellement par certains sports qu'il va faire pas longtemps. Je l'accepte. J'accepte qu'il fasse du théâtre, qu'il fasse du dessin et j'essaie pas de calquer mes idéaux sur lui. Après, j'ai conscience aussi qu'il a aussi beaucoup de café en lui et qu'il a aussi quand même un peu besoin de se bouger. Mais j'accepte il va se bouger différent de ce que moi je vais proposer, surtout maintenant. Si j'essaie de le faire rentrer dans un cadre trop strict, mon fils, avec son Vata, c'est peine perdue en fait. Mon autre fils qui est Pita, ben lui, il a besoin de challenge. Il adore le challenge. Il adore faire du sport avec moi. Il boxe avec moi. Il entraîne en boxe. Mais il a besoin aussi d'aller dans l'eau pour apaiser le feu qui est très fort aussi en lui, en fait. Et quand je fais de la boxe avec lui, je le fais ludique. Je ne mets pas la pression. Et je ne lui fais surtout pas faire de compétition. Il joue, il s'amuse avec moi, mais je suis pas. Moi, j'ai fait du judo enfant. J'avais des papas qui étaient sur le tatami, à côté du tatami, en train de taper sur le tatami, en train de coacher leur fils pendant le combat, en train vas-y, retourne-toi. Ça, pour un enfant pita, bah, ça accentue encore plus son pita. Donc, vous voyez, c'est un mélange entre laisser l'enfant aller vers ce qu'il appelle, et aussi si vous avez décelé certains déséquilibres ou enfin certains démarrages de déséquilibre chez eux, peut-être aussi les orienter, leur proposer, leur suggérer des activités qui vont les aider à réguler, mais en sachant que naturellement, les enfants, ils s'écoutent plus que les adultes. Ils ne sont pas encore trop formatés par plein de choses. Après, c'est peut-être les miens qui sont comme ça aussi, mais parce qu'ils baignent là-dedans depuis un petit moment. Mais en s'écoutant, ils arrivent à rétablir, à faire des choix plutôt pertinents, en fait. C'est une bonne chose que de dire aux parents, voilà, vos enfants savent. Ouais, Parce que ça. souvent, comme tu dis, on projette beaucoup, ou bien on attend quelque chose de notre enfant, ou bien on se dit, je voudrais qu'il aille dans telle ou telle direction. Ça, c'est bon pour lui, mais ça ne l'est peut-être pas. Mais c'est eux qui nous apprennent, en fait. Ouais. Moi, j'ai des parents qui me disent, mais en fait, c'est mon enfant qui m'a fait prendre conscience que, à moi, mes enfants, mon grand, il m'apprend à lâcher prise, le feu que j'ai en moi, à pas essayer de contrôler ce que fait mon grand parce qu'il est incontrôlable. Donc, je dois le laisser faire. Son vata, je dois le laisser s'exprimer, je dois lui laisser de la liberté, même si ça me coûte, eh ben, je dois le faire.
Mon deuxième, Axel, qui a beaucoup de pita, qui me ressemble beaucoup, c'est un miroir de moi en fait. C'est lui qui m'apprend des choses sur moi. En lui, je vois le feu que moi j'ai. Ma colère, sa colère, c'est la mienne. Donc, il m'apprend à contrôler mon pita quand je dois m'adresser à lui. Il m'apprend à réguler, à m'obliger. C'est une source de motivation pour moi pour réguler mon pita qui est extraordinaire en fait. Parce que je vois bien que moi, quand mon feu augmente, son feu à lui, il augmente aussi en fait, hein, parce que c'est lui qui est le plus sensible à cette énergie. Donc quand moi j'arrive dans la pièce, même si je dis rien, j'arrive avec mon feu parce que je viens de faire un visio, une réunion de travail où j'ai eu de la pression, etc. J'amène cette énergie dans la pièce, tout de suite lui il réagit, tout de suite. Il ne faut pas que je m'étonne après qu'il s'énerve ou ils ne veulent pas faire ses devoirs ou ils se mettent en colère avec sa sœur, etc. Donc c'est eux beaucoup qui nous apprennent. Sacrée ambiance chez toi, Yannick. Ouais, mais après, souvent, alors, quand je communique sur les réseaux sociaux, etc., c'est vicieux. Enfin, c'est-à-dire que les gens perçoivent le côté « Ah, c'est génial chez lui, ah, ça doit être génial parce qu'ils transmettent ça à leurs enfants, ils sont à l'écoute, etc. » Mais il y a des fois, c'est le chaos. Il y a des fois, c'est le chaos parce que toi-même, tu es fatigué, toi, tu es dans tes déséquilibres, ton conjoint ou ta conjointe est dans tes déséquilibres. Et bien, pendant une soirée, une journée, c'est le chaos, ça part dans tous les sens. Et puis, faut c'est pas accepter en grave, fait. voilà. Faut accepter en fait. On est des êtres humains, ça peut pas être parfait. Alors c'est clair que sur les réseaux sociaux, tu montres le côté plus sympa. Hein. Je veux dire, c'est rare que je fasse un live sur Instagram ou sur Facebook où je suis en train de me friter avec tous mes enfants en même temps et vouloir les vendre sur le bon coin. Parfois, je commence à faire des annonces, j'arrête tout de suite. Elles sont dans tes brouillons. Mais voilà, on apprend chaque jour, même peu importe le chemin qu'on a parcouru, les choses qu'on a appris, les déclics qu'on a eus. Il y a des jours où on redescend, il y a des jours où on remonte, il y a des jours où on plonge au fond du seau, au fond du puits, au fond du sombre. Puis il y a des jours où on remonte très vite vers la lumière. Et puis c'est comme ça, l'être humain il est fait comme ça. Il faut aller de l'avant, accepter ça. L'important c'est d'en tirer chaque fois quelque chose. Ouais, déculpabiliser avec ça et d'en tirer des enseignements, d'en apprendre, quoi. Tout à fait. Alors, du coup, Yannick, on arrive aux questions rituelles un peu du podcast. J'adore les rituels. Moi aussi. Et notre question aujourd'hui pour toi, c'est de connaître un peu tes rituels bien à toi pour entretenir ton corps, ton mental, être en pleine forme pour gérer tes 4 enfants aux énergies débordantes. Alors, j'ai plein de rituels, moi. Déjà, j'ai besoin d'activité physique. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, si je passe trop de jours sans faire de sport, je vois bien que ça a un impact très négatif sur moi. Donc, même si c'est que 10 minutes, un quart d'heure, je vais faire de l'activité physique quotidiennement. J'ai besoin du contact avec la nature. Ça, c'est clair et net. Donc, j'ai la chance d'habiter à la campagne, en haut d'une colline, donc je suis servi. Mais malgré tout, sortir dehors, aller se promener, même si c'est que 10 minutes, un quart d'heure, ou juste s'asseoir dans le jardin, regarder l'arbre qui est au fond du jardin et méditer. J'ai besoin de cette nature, ça fait partie de mes rituels. J'adore, je travaille beaucoup avec les cartes oracles pour moi, ça fait partie de mes rituels. Je fais des feux chez moi avec les enfants, ça fait partie des rituels que j'aime bien partager avec les enfants. J'écoute des podcasts aussi. Je continue j'écoute beaucoup de podcasts. Je ne sais pas si vous connaissez les Sacred Sons aux États-Unis. Ah non. Je lis beaucoup. La lecture, pour moi, c'est depuis tout petit. Depuis tout petit, ça me plonge. C'est de la méditation pour moi. Ça me plonge dans ma bulle, ça me ressource, ça me fait un bien fou. Donc ça, c'est principalement les choses dont moi j'ai besoin pour être bien en fait. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets pour les semaines, pour les mois à venir? Les projets, en ce moment, là, je travaille en fait sur un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le projet en fait d'un stage, une retraite réservée aux hommes pendant 3 jours, en pleine Sologne, en pleine nature. Et cette retraite s'appelle Wild Man Brotherhood. Wild Man Brotherhood, avec mon accent un peu français, naturellement. Donc, en fait, c'est 3 jours réservés aux hommes pour les sortir un peu du carcan
de cette vision de la masculinité qu'on leur a vendue depuis des millénaires, en travaillant principalement sur 4 archétypes, les 4 archétypes masculins, le roi, l'amant, le guerrier, le magicien. Tout ça dans la nature, dans un esprit un peu convivial, d'échange, où on va mixer transmission de savoir, activité physique, cercle d'hommes autour du feu le soir, campement, une grosse reconnexion avec la nature elle-même pour se reconnecter à sa nature, à soi. Donc ça fait partie des projets que j'ai. Je devais faire ce stage-là fin juin, mais je vais le décaler. Enfin, je le décale parce qu'on n'a pas pu l'organiser comme on voulait. Donc, j'ai envie de transmettre vraiment aux hommes beaucoup là. Ça m'appelle beaucoup en ce moment. J'avais commencé les cercles d'hommes, mais la manière dont moi je les organise, les cercles d'hommes, c'est en pleine nature, autour d'un feu. Donc, ça nécessite quand même il y a certaines. C'est pas facile parce qu'il faut trouver un lieu où on a l'autorisation de faire un feu, il faut avoir un endroit, etc. Donc, j'ai cette envie de transmettre ça aux hommes, en fait. Parce que je trouve que les femmes ont beaucoup avancé, en fait, dans leur vision des choses, dans leur approche de la vie, dans leur reconnexion à leur féminin sacré, où on parle beaucoup de féminin et de masculin sacré, etc. Il y a un gros, ou alors je ne suis pas dans les bons réseaux, mais je vois beaucoup de femmes qui font ce travail-là, qui sont très sensibles en fait à des connaissances comme celle de l'Ayurveda, par exemple. Mais les hommes, ils sont un peu à la traîne. C'est vrai que ce n'est pas une offre qu'on voit souvent, même tu parles de cercles d'hommes. Maintenant, très facilement, on trouve des cercles de femmes qui sont organisés partout. Et souvent, il y a la demande de certains hommes, mais pourquoi moi je ne peux pas venir et qu'est-ce que vous y faites exactement? Donc, c'est bien de pouvoir leur proposer aussi une offre rien que pour eux. Ça se développe de plus en plus. Hein. Je suis par exemple quelqu'un qui est sur Instagram, qui s'appelle, son compte Instagram, c'est Sage et Sauvage. Qui organise des cercles d'hommes aussi. Ça se développe de plus en plus en France. Je vous parlais des Sacred Sons aux États-Unis. Eux, ça fait des années qu'ils ont mis ça en place. Le Mind Kind Project, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Bien sûr. Ça va dans cette mouvance-là. Mais il y a un besoin de l'homme à se reconnecter à la part féminine qu'il a en lui, en fait. Ouais. Oh là là, je suis en train de dire ça. Et en fait, ce que je voudrais, c'est parfois retourner dans le passé, montrer ce que je dis maintenant à mon moi d'il y a 20 ans. Et je pense que mon moi d'il y a 20 ans, il saignerait du nez, des oreilles, il tomberait sa chaise. Il prendrait feu. Mais ouais, il faut que l'homme, en fait, notre époque a besoin que l'homme, le masculin, fasse la paix avec le guerrier qui est en lui. En fait, on l'a beaucoup mis ce guerrier en avant depuis de nombreuses années. Et il y a tous ces archétypes à rééquilibrer, en fait, pour le bien de tous. Parce que si les femmes avancent et que les hommes n'avancent pas en même temps, à un moment donné, il va y avoir un problème. Exactement. Très bien, super projet à venir, du coup. Notre dernière question maintenant, qui s'appelle l'instant de gratitude. Dans cette question, on voudrait savoir qui tu aimerais remercier, ou de manière plus globale. Qu'est-ce que tu aimerais remercier? Alors, je remercie beaucoup de choses, mais je remercie de pouvoir partager en fait tout ça, tout ce que je fais, tout ce cheminement que je fais depuis de nombreuses années avec mon épouse et avec mes enfants. Parce que je côtoie beaucoup de couples où ce n'est pas le cas, où vous avez par exemple la femme qui va être dans cette mouvance, s'intéresser à ces sujets et l'homme qui dénigre ou qui s'y intéresse pas. Parfois, c'est plus rare, c'est aussi dans l'autre sens. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire ça conjointement avec mon épouse depuis de nombreuses années et qu'on avance ensemble, on se nourrit mutuellement ensemble. J'ai la chance de pouvoir partager ça avec mes enfants qui sont réceptifs parfois pas réceptifs. Mais quand je vois mon fils à table remercier pour la viande, le poulet qu'il est en train de manger, je me dis, oh là, il a compris 2-3 trucs. Quand je le vois de lui-même, mon petit qui a pas encore 2 ans, prendre une pierre dans les minéraux de ma femme pour aller se coucher et s'endormir avec le minéral dans la main, je me dis il doit percuter sur 2-3 trucs.
pendant le confinement, mes enfants n'étaient pas à l'école naturellement. Je leur ai dit, OK, vous allez augmenter votre empowerment. Vous allez faire des recherches. Faites des recherches sur ce que vous voulez. Apprenez comme vous voulez. Je voulais leur montrer qu'ils étaient capables d'apprendre par eux-mêmes. La première recherche qu'a fait mon grand, il a fait des recherches sur la mythologie nordique. Donc, ça, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Après, je fais attention à pas non plus me dire est-ce que je leur impose des choses, mais j'ai pas l'impression. Parce que des fois, ils font des trucs, ils regardent ils s'intéressent à des trucs qui me paraissent complètement stupides, hein, je suis désolé. Comme certainement moi, enfant, je regardais des choses à la télé ou que mes parents trouvaient stupides, mais bon, j'accepte. Mais j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et paradoxalement, je sais peut-être il y a des gens qui vont peut-être pas comprendre, mais j'ai beaucoup de gratitude de vivre à cette époque. De vivre à cette époque de grande transformation. On a l'impression, là, c'est le chaos absolu partout sur toute la planète. Je pense qu'on est en train de vivre là quelque chose de particulièrement fort que peu d'êtres humains vont vivre et de pouvoir être dedans et à ma petite échelle contribuer à cette progressive transformation de l'être humain et cette prise de conscience de certaines choses, ça j'ai beaucoup de gratitude. Donc quand on me donne la possibilité de parler sur un podcast ou j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Donc, merci à vous. Merci à toi d'avoir répondu oui à notre invitation et de nous avoir livré beaucoup de conseils aujourd'hui pour nos auditeurs et pour nous-mêmes. C'était un plaisir. On est un petit peu sorti du cadre, hein. On l'avait dit en début d'épisode. T'inquiète pas, Yannick, on va te laisser parler de ce que tu as envie de parler. J'aime pas trop être dans un cadre. Nous aussi, on a débordé un petit peu, mais finalement, je pense que nos auditeurs seront certainement ravis de ça parce que c'est vrai que tu as apporté des petites touches un petit peu hors sujet, mais néanmoins. Mais très lié également. C'était mon problème apprécié. Au lycée. Je faisais beaucoup de hors-sujet dans les rédactions que j'avais à l'école. Merci énormément, Yannick. Où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver ? Principalement sur les réseaux sociaux. Donc, sur mon profil, à mon nom, Yannick Rollier, sur Instagram. Sur Instagram et sur YouTube, mon identifiant, c'est The Rewilder. Ça, nous l'avons bien compris, tu es le Rewilder. Ok, on va mettre toutes tes coordonnées dans les notes de l'épisode. Ouais, mais par Facebook, vous me trouvez facilement, ou sur YouTube, vous me trouvez assez facilement quand même. Ça marche. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu as envie de dire ? Il y aurait plein de choses, hein, mais on est reparti pour 2 heures. On fera un épisode. Prenez tous ceux qui toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, prenez conscience de la force que vous avez à l'intérieur de vous, de toute la puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Laissez jamais dire quelqu'un qui remettrait ça en doute. Laissez jamais Ayez confiance dans tout ça. Développez vos compétences, augmentez vos connaissances de manière à prendre conscience de cette puissance et libérez-la. Libérez-la de la manière dont il vous plaît, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans un cercle d'amis ou dans des choses plus grandes que vous aurez envie de faire. Mais libérez-la parce que le monde a besoin de vous en fait. Voilà. Super message de fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!